On va essayer de sans faire de l'entertainment, mais de capter, de continuer de capter votre attention et d'élargir peut-être un petit peu sur cette thématique de mieux accompagner les victimes et de prendre soin. Tout ce qui a été présenté avec énormément de précision et de brio, on voit que le paysage a considérablement évolué, qu'on a énormément de structures, que tout fonctionne manifestement bien et probablement mieux qu'ailleurs. Pour autant, et dans un souci d'amélioration de tout ça, je pense que c'était un peu de notre rôle et c'est comme ça qu'on a souhaité vous présenter cette heure d'échange, élargir la réflexion pour essayer de voir ce qui, entre les lignes et les dispositifs, générer du service, de la qualité, des espoirs, des désespoirs ou des sources d'amélioration. On sait que dans tout dispositif compliqué, qui plus est jeune, pluridisciplinaire, il y a toujours des sources d'amélioration. Et je pense que sans évidemment avec bienveillance, sans incriminer personne, c'est vraiment intéressant de témoigner de tout ça et de voir comment est-ce qu'on peut faire le fine tuning qui fait que le service se transforme pour les personnes. Et puis, il y a une thématique qui est quand même très intéressante, et puisqu'on a la chance d'avoir Madame Corinne Devos à côté de nous, et je vous passerai la parole en premier, Madame Devos, il y a un lien malgré tout, un lien ou des choses qui sont communes ou qui s'opposent entre le fait d'être victime et le fait d'être patiente. Alors, il se trouve que vous présidez une association Prône-RCH, une association de patients chroniques. Je crois que vous êtes patiente vous-même, vous êtes aidante, et que je pense que tout ce qui a été dit, que vous connaissez par ailleurs, résonne évidemment dans cette condition de patiente. Je pense que ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir avec Isabelle Salowski, que tout le monde connaît autour de la table, mais qui est directrice générale adjointe de France Victimes, de voir un peu comment tout ce réseau extrêmement complexe de dispositifs et de structures et d'intervenants finalement fonctionne, comment tout ça se coordonne. Je pense que c'est une première piste sur laquelle je vous inviterai à nous parler si vous le souhaitez. Et puis Jean-Marc Benkemoun, vous êtes psychiatre et médecin expert, entre autres, une activité professionnelle chargée d'expérience et d'intervention à tous les niveaux, au niveau administratif et au plus près du terrain. Et je pense qu'il y a de votre expérience beaucoup de leçons à tirer avec un niveau de langage extrêmement compréhensible, clair et direct, et que dans la préparation, moi j'ai particulièrement apprécié. Je vous inviterai, si vous le souhaitez, évidemment à avoir le même niveau de clarté sur les performances, et puis ce qui reste malgré tout encore aujourd'hui un certain nombre de difficultés pour pas mal des patients qui sont pris en charge par ce dispositif. Corinne, du coup, si vous voulez bien, je vous laisse le soin de vous présenter à chaque fois pour que on sache bien les uns les autres d'où vous parlez, quelle est votre position et votre expérience, et pourquoi vous apportez ces points de vue, ces éclairages. Je vous en prie, Corinne. Alors, bonsoir à tous, je suis Corinne Devos, je suis présidente de l'APA Crohn RCH France. C'est évidemment une association de malades et de proches de malades qui s'occupe des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et dont la première mission est l'accompagnement des parcours de soins et des parcours de vie. Donc, vous voyez, je fais un petit lien avec ma présence ce soir à cette table ronde. Je suis également patient expert. Je déteste ce mot, je le mets toujours entre guillemets, mais néanmoins c'est le terme usité, donc on va faire avec. C'est-à-dire que je suis moi-même malade et que j'ai été formée à l'accompagnement, et j'ai choisi d'être formée avec des soignants parce que j'ai toujours cru au fait que l'accompagnement c'était pas des œuvres individuelles, mais c'était bien par le collectif qu'on avait la meilleure chance de pouvoir répondre aux besoins des patients. Et peut-être aussi à passer quelques messages de soignants. Donc, je voudrais aussi, avant de vous parler vraiment de ce qui nous amène, associer complètement Jean-Luc Plavis à cette table ronde, car si lui peut être à la technique vidéo et audio, ça c'est clair que moi je n'aurais pas pu y être, et donc il pourrait tout à fait être à côté de nous et à notre place, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble sur l'accompagnement des patients, sur les patients partenaires, sur ce qu'on peut y apporter, sur des cadres dont on pense qu'il faut souvent savoir s'affranchir, tout en étant dans le cadre, mais en même temps être très créatif et très inventif pour avoir des parcours d'accompagnement qui répondent le mieux aux besoins de ceux qui, pour de bon, en ont besoin.
Et aujourd'hui, ce qui m'amène et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir cette possibilité de réflexion ensemble, de façon transversale et non pas en silo, c'est-à-dire par type de trauma. Ce matin, quelqu'un a dit, et ça a été même, je crois, dit 2 fois, que oui, l'annonce d'une maladie chronique peut être aussi un trauma, parce que ça arrive de façon imprévue, imprévisible. Ça vient pas bouleverser seulement la personne à qui on l'annonce, mais ça vient bouleverser un environnement, parce que les gens ne sont pas hors environnement, et aussi qu'on ne mesure peut-être plus très bien, et c'est peut-être l'idée de ces accompagnements, l'ensemble des impacts que ça peut avoir du médico-médical, c'est-à-dire dans toutes les sphères de la vie de la personne, à savoir sa sphère sociale, sa sphère professionnelle, sa vie intime, sa vie sexuelle, ses relations à l'autre. Et nous, ce qu'on constate chaque jour, c'est que finalement, l'accompagnement médical est quelque chose qui est souvent plutôt bien fait et plutôt dans la bonne temporalité. En revanche, les conséquences de répercussions de la maladie sur tout le reste est souvent soit mal connu, soit évité, soit pas du tout accompagné. Et c'est ça qui va nous amener en fait à réfléchir ensemble sur cette notion peut-être de rétablissement à défaut de pouvoir arriver à revenir à. Et le deuxième point commun, c'est qu'il y a un avant et un après. Et donc l'idée qu'on reviendrait à l'état d'avant est je pense, un leurre. Et donc cet accompagnement, ça va être l'accompagnement de vivre avec, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre avec. Et on va essayer de voir comment on peut mettre les personnes en capacité d'agir pour elles-mêmes, mais en fonction de leurs normes à elles, et pas simplement des normes médicales qu'on voudrait leur imposer.